On va continuer avec un sujet que tout le monde connaît, quand la communication devient tellement présente qu'elle frôle l'intrusion. On vit dans un flux permanent, hein, on scrolle, on zappe et souvent on s'éparpille. Alors comment préserver les messages qu'on veut faire passer mais sans se perdre et sans perdre le message? Comment éviter la saturation? Pour en parler, merci d'accueillir Agnès Chauveau, présidente par intérim et directrice générale déléguée de l'INA, Gaspard Ganzer, président et fondateur de Ganzer Agency, et David Leclabar, coprésident de l'AACC, l'Association des agences conseil et création en France, et présidente d'Australie GAD. Voilà, j'ai tout dit. Bienvenue à tous les trois. Je vous en prie, installez-vous. Allez, on va peut-être commencer par vous, Gaspard, parce qu'à chaque émergence d'un nouveau média, finalement, on en craint les conséquences. Et si on regarde un peu derrière, vous dites, il y a 20 ans déjà, même sans les réseaux sociaux, finalement, cette question se posait. Oui, clairement. Voilà, bonjour d'abord, mais je suis désolé de ne pas avoir été là dans la première partie de la matinée, mais tout le monde a dit le plus grand bien, donc je vais essayer de rattraper ça en replay, comme on dit aujourd'hui. Peut-être entre les tables rondes, on va voir si c'est exactement bien que la première table. C'est sûr. Oui, je crois, alors peut-être pour être positif ou un peu relativiste, je crois qu'on a toujours tendance à se dire qu'on est en train de vivre le pire, surtout dans ces périodes de crise politique, économique, médiatique. Mais la réalité, c'est que je pense que ceux on y était certains d'entre nous d'ailleurs, il y a 25 ans, confrontés à l'arrivée d'Internet, des moteurs de recherche, ont eu le sentiment que le monde s'effondrait sous leurs pieds. Et ça a profondément bousculé tous les codes de la communication à l'époque. Alors pour la partie que je connais le mieux, sans doute, la communication politique. Quand on faisait de la communication politique dans les années 80-90, c'était assez simple finalement. Il suffisait de se dire, comment je me fais inviter aux 20h de France 2, évidemment, parfois de TF1, mais bon, pas de France 2, plutôt France 2. Et après, tout le reste suivait, la bonne dépêche AFP, un bon titre de journal, et c'était bon. À partir du moment où il y a eu l'apparition d'Internet, on a dû construire des stratégies de désynchronisation, de déterritorialisation, de désintermédiation. Et les communicants politiques, au départ, comme les dirigeants d'entreprises ou les dirigeants politiques, ont été submergés, perdus. Puis après, ils se sont dit finalement que le métier allait devenir plus intéressant. Et alors moi, d'ailleurs, pour juste une anecdote personnelle sur ce sujet, c'est que je n'ai pas été formé personnellement à la communication politique, alors que ça explique sans doute que François Hollande ait raté son mandat quand je travaillais avec lui. Mais bon, mais c'est une autre histoire. c'est une autre histoire. Et j'ai décidé de faire de la communication justement parce que la communication devenait intéressante à l'ère du numérique. Donc oui, les choses changent aujourd'hui comme elles ont changé hier, mais ça donne aussi des opportunités et ça rend intéressante la communication. Et la communication politique, déjà à l'époque, finalement, dans les médias traditionnels ou plus disruptifs, elle se posait déjà. Tu as une anecdote autour justement de l'arrivée de François Hollande quand il est président. Et dans ses premières interviews, ou les faire ou ne pas les faire. Oui, c'est se poser la question tout de suite de quels étaient les bons supports. On n'a pas arrêté de nous poser la question quand je travaillais avec François Hollande, le président de la République, c'était la même chose quand je travaillais avec Bertrand Delanoë ou Laurent Fabius. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent se faire ou pas? Alors, aller sur TF1, France 2, Le Monde, l'AFP, tout le monde était d'accord. Et puis il y avait plein d'autres émissions qui étaient en train d'apparaître. Des émissions qui mêlaient information et divertissement, des informations sur des chaînes d'information continue. Aujourd'hui, ça semble évident d'aller sur BFM, sur France TV Info, alors sur CNews peut-être un peu moins pour certains, mais en tout cas, d'aller sur ces chaînes-là, à l'époque, c'était pas normal. Et à l'époque, avec François Hollande, on s'est dit que la meilleure façon de parler à tout le monde, c'était d'aller partout où les gens étaient, dans tous les médias. Donc les chaînes d'information en continu, il a été le premier président de la République à donner une interview matinale sur BFM et RMC, d'aller sur des émissions mêlant information et divertissement, je pense à Quotidien par la suite, mais aussi au supplément, voilà, sur Canal, et plein d'autres de cette manière-là. Il y avait du support presse aussi d'ailleurs. Oui, je me souviens de Society. De Society, oui, on a été énormément critiqués quand il a donné une interview à Society. Ouais.
Ça faisait un peu paquet de lessive. Mais Franck Hanez, le patron de Society, et d'ailleurs on pense d'ailleurs à Jérôme Glaise, hein, qui est actuellement incarcéré en Algérie. Je saisis l'occasion. Le journaliste qui est incarcéré en Algérie à ce moment-là. Oui, donc on avait été énormément critiqués. Et puis après, par la suite, mais c'est souvent 1 an ou 2 ans plus tard, quand les autres ont commencé à faire pareil, et que j'ai recommencé à dire, mais à l'époque, vous m'aviez dit que c'était n'importe quoi, que c'était pas la place d'un président de la République. Bon, depuis, il y a un président de la République qui a donné des interviews à McFly et Carlito et plein d'autres, sur qui ont fait des roulades sur la pelouse de l'Élysée. Je m'imagine déjà en train d'expliquer aux journalistes pourquoi je faisais des roulades sur la pelouse de l'Élysée. Je ne suis pas allé jusque-là, mais j'ai vu que mon ancien client et patron François Hollande hier a fait un cours de paddle en Corrèze, donc je me dis que ça y est, l'élève a dépassé le maître. Parce que l'obsession, évidemment, c'est le public finalement, c'est les potentiels d'ailleurs. Oui, non, mais voilà. Mais c'est le public. Je le dis en souriant parce que il faut rire des critiques dont on a été l'objet, mais l'audience est extrêmement parcellisée pour les entreprises comme pour des dirigeants politiques. Et il y a 2 façons de faire. Soit on se dit, bah moi je reste sur mon Aventin, je travaille juste le message et je parle avec rareté, comme on l'a souvent dit dans les années 80. Bon, il y a une tarte à la crème de la communication politique, c'est de singer Jacques Pilan, qui était communicant de Mitterrand et de Chirac, et de dire que voilà, il faut être rare, simplement avoir une parole exceptionnelle, parler simplement dans les grands médias. Je crois qu'on peut essayer, mais en pratique, si on veut toucher les gens, il faut s'inviter dans les endroits où ils sont, dans les médias, évidemment, dans l'espace public, et puis sur le numérique. Après, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi non plus, mais il faut rien s'interdire. David Leclavard, vous aussi, finalement, un peu comme les politiques, vous avez une obsession, c'est le public. Et vous dites, bah, il doit être au centre de toute communication, en fait. C'est à lui auquel on doit penser. Bah oui, alors moi je représente les agences créatives, donc les gens qui font les messages qui passent. Vous allez en voir, vous en voyez tous les jours. Donc on est un peu des champions de l'intrusion, il faut quand même le savoir. On vient déranger les gens depuis toujours. Dès qu'on a pu les déranger, on l'a fait. Mais pour le faire correctement, que ça soit apprécié, bah on essaye de mettre un peu d'intelligence, un peu d'humour, un peu d'émotion, d'une information qu'ils ne connaissent pas forcément. En tout cas, on sait que chez nous, la communication, ça commence par une écoute, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus important que notre client, et que nous, c'est les gens qu'on va venir déranger. Donc évidemment, le public est hyper important, mais tu parlais de Pian, oui, il avait des théories, mais d'abord, c'était quelqu'un qui faisait les premiers focus group. C'est vrai. Et à l'époque, d'aller écouter les Français, c'était très nouveau. Et quand on faisait ça, ils n'étaient pas habitués à ça, les Français, donc peut-être qu'ils disaient un peu la vérité. Aujourd'hui, les Français sont devenus assez experts des sondages, des focus group, de leur demander leur avis. Donc, il faut trouver d'autres moyens pour comprendre où ils en sont, se méfier pas mal des études, surtout déclaratives. Et donc, un peu comme le journaliste tout à l'heure, là, dont le premier outil est les chaussures, je pense que pour nos métiers, c'est pareil. Il faut aller sur le terrain, aller à la rencontre des gens, voir ce qu'ils consomment, voir comment est-ce qu'ils vivent, leur parler. Et à partir de là, il y a 3 choses que je trouve intéressantes, moi, et qui sont les principales quand on réfléchit. C'est 1, le temps qu'ils consacrent aux choses. Donc, s'ils y passent du temps, c'est que c'est important. L'argent qu'ils vont y dépenser. Et puis, l'attention qu'ils y portent. Et là, pour le coup, on peut commencer à porter des médias et la qualité des médias. Est-ce qu'il y en a qui sont avec une attention forte ou pas forte, etc. Les autres informations peuvent être intéressantes, mais elles arrivent ensuite. Ouais, elles arrivent ensuite. En parlant de public, Agnès Chevaux, finalement, ce qui s'est passé à l'INA, c'est très intéressant parce que ces dernières années, vous avez opéré une sorte de révolution, on peut dire ça comme ça, dans le public que vous touchez, auquel vous vous adressez. Oui, tout à fait. Alors, l'arrivée du numérique à l'INA, il y a 20-25 ans, a été plutôt perçue comme une menace. Et puis, elle s'est transformée en une formidable opportunité. En premier temps, première révolution numérique, c'est celle de la numérisation de tous les fonds. Hein, donc, on n'a plus besoin de retourner aux cassettes, dans la cave, etc. Enfin, elles sont toujours conservées. Elles sont toujours dans la cave, c'est vrai. Mais elles sont toujours conservées. Pas dans une cave, mais dans des lieux très sécurisés dans le 78, donc loin de l'INA, mais quand même. Et ça a été la première révolution numérique. Et la deuxième révolution numérique, vous le savez, c'est celle des usages. Et à ce moment-là, l'INA s'est posé la question, parce qu'en fait, l'INA ne s'adressait pas, avant cette révolution des usages, ne s'adressait qu'aux professionnels des médias, de l'information, aux producteurs, etc., et puis aux chercheurs. Mais on ne s'adressait pas au grand public. On n'était pas du tout tourné vers le grand public. Et ça a été la deuxième révolution, c'est de se dire, au fond, cette numérisation et cette révolution des usages, elle va permettre à l'INA de se tourner vers le grand public. Et ça, c'était pas il y a 25 ans, c'est environ il y a une dizaine d'années.
Et à ce moment-là, on est parti du principe, d'un principe, celui de l'hyperdistribution, qu'on appelle maintenant omnidistribution, c'est-à-dire nous on n'avait pas d'antenne, on était libre d'une certaine façon, et on s'est dit on va aller là où sont les gens, là où se font les usages. Et ça a été vraiment le parti pris d'emblée d'ouvrir l'INA aux usages et donc au grand public. Partant du principe, et c'est vrai que je pense qu'Arianna Huffington avait été très visionnaire en disant l'ubiquité est la nouvelle forme d'exclusivité. Et je peux vous assurer que tous les jours, à l'INA, on le vérifie. On va parler d'ailleurs des nouvelles formes aussi que vous proposez justement pour être partout, toucher le plus possible notamment de ces nouvelles générations qui s'intéressent à ce que vous travaillez. Justement, en parlant d'être partout et d'être plutôt de l'anti-bilan, en tout cas dans la réflexion de ce que vous recommandez, Gaspard. Alors, ok, la parole politique, si on parle de la parole politique, n'a pas d'autre choix que d'exister sur les réseaux sociaux. Même TikTok, on en parlait tout à l'heure en disant il faut quand même avoir en tête à qui on s'adresse. Est-ce qu'il faut hiérarchiser là où on parle? Alors, hiérarchiser sans aucun doute en fonction de qui on est et du moment dans lequel on s'exprime. À l'évidence, que ce soit sur un média traditionnel ou un média numérique, on va pas faire les mêmes choix quand on doit s'exprimer après un attentat comme ceux de novembre 2015 ou quand on doit faire une annonce plus légère sur le sport, les Jeux Olympiques, comme on a pu le faire candidater pour les Jeux de Paris en 2024. Donc, il y a une question de circonstances, des questions de sujets, des questions de cibles, des questions de personnalité. Et l'écueil du temps. Oui, et du temps. À la parole. Mais moi, je crois qu'il faut le faire sans exclusive. Je pense que actuellement, prenons l'exemple de Raphaël Glucksmann que j'apprécie à titre personnel, que je trouve intelligent, qui est un bon homme politique, comme il y en a d'autres. Lui, il a fait le choix de ne pas aller sur TikTok parce qu'il considère que c'est un réseau social manipulé par les Chinois. Bon, moi, je pense que c'est une erreur. On peut aller sur un réseau social sans naïveté, en sachant où on met les pieds, mais se priver d'une audience pareille, notamment auprès des moins de 25 ans, je pense que c'est vraiment dramatique quand on veut s'adresser à tout le monde. Et surtout, si on traite le problème par l'absurde, certes, c'est pas génial d'être manipulé par un réseau social asiatique, on va dire. Mais bon, c'est pas mieux non plus de donner toutes ces données à Elon Musk ou d'aller sur Google. Moi, par exemple, c'est intéressant, c'est la France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, qui dit parfois beaucoup de bêtises, est aussi assez habile en matière de communication politique. Lui, c'est l'homme politique le plus présent sur YouTube. Bon, on peut pas considérer que YouTube soit la Mecque, ou en tout cas l'avant-poste de l'anticapitalisme, et pourtant il y va parce que on peut utiliser un support à son avantage pour toucher tout le monde. Vous allez même plus loin, David de Clabar, parce que vous dites finalement la saturation, ça peut être vu comme une opportunité. Expliquez-nous ça. Oui, alors faut l'expliquer en effet. Pourquoi c'est une opportunité? C'est-à-dire que on voit que notre travail, c'est on vient interférer dans les villes, mais de manière assez organisée, comme c'était rappelé tout à l'heure, je crois, par Mercedes. Nous, on est très régulés. Les annonceurs payent pour prendre de l'espace. C'est pas le cas des hommes politiques qui peuvent arriver dans les informations, quoi. Mais cette saturation d'informations, pour des acteurs très créatifs, elle est intéressante parce que c'est très darwinien. Les meilleurs s'en sortiront, quoi. Et on voit des cas très opposés en fonction des différentes marques. Et une marque comme Duolingo qui s'occupe donc de traduction et d'apprentissage des langues, eux, ils ont décidé d'être partout tout le temps. Leur mascotte, elle peut être sur Squid Game et puis après sur un autre événement, et ils ont décidé d'infiltrer absolument toutes les conversations. Et ça tombe bien parce que comme ils parlent tous les langages, c'est assez habile d'être dans une série coréenne quand on peut traduire le coréen. Et puis il y en a d'autres qui font l'inverse. Et il y a quelques années, moi j'avais été marqué par le choix de Bottega Veneta, qui avait décidé d'enlever tous les comptes sociaux de la marque, d'arrêter parce que c'était pas à la hauteur de ce qu'ils imaginaient, de ce qu'ils voulaient faire et de l'interaction qu'ils voulaient avoir avec leur public. Et donc ils avaient arrêté les réseaux sociaux, recréé des réseaux propriétaires aussi en digital et produit que des campagnes qui étaient faites en studio avec des artistes. Donc là, on et à chaque fois qu'ils sortaient très sobre, modéré, voilà, une quiet luxury comme ils disaient, qui permettait de se démarquer des autres qui étaient à tout crin sur tous les réseaux tout le temps. Donc ça permet aux acteurs les plus créatifs de s'en sortir. Et ça tombe bien pour nos métiers parce que finalement, dans un monde où tout est accessible tout le temps, où l'IA va permettre à tout le monde de faire du médiocre assez gratuitement, et ben c'est là que la singularité d'une marque, c'est là que la créativité va pouvoir faire la différence.
Donc moi je vois ça plutôt d'un bon œil pour les systèmes créatifs. Ça marche aussi pour les hommes, puisqu'on voit que Jean-Jacques Goldman fait partie des personnalités préférées des Français, alors que finalement, on ne le voit plus. Ça fait des années qu'on... Le cas Goldman me fascine. C'est-à-dire que tout le monde dit qu'il faut être hyper présent tout le temps, etc. Le mec, il habite à Londres, il n'a pas sorti un album depuis 20 ans, et il est toujours le Français préféré des Français. Donc ça montre qu'un imaginaire est quand même très puissant. Et ça revient pour moi un peu à ce que disait Agathe Caget tout à l'heure. C'est-à-dire que les imaginaires qu'on arrive à créer permettent de vivre ensemble. C'est vrai pour les programmes politiques. Et les nouveaux médias qui nous sont proposés sont plutôt des médias de conquête très court terme. Et c'est vrai qu'on peut gagner des parts de marché à court terme avec ce qu'on appelle du bas de funnel, donc des médias de conversion. Par contre, une fois qu'on a réussi à partir à la conquête d'un client, comment est-ce qu'on vit avec lui longtemps? Ça, c'est une autre question. Qu'est-ce qu'on a en commun pour faire en sorte que cette relation soit durable et vertueuse des deux côtés? Et ce qui se passe pour la politique est exactement pareil pour les marques, pour moi. Il se passe la même chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, c'est très bien d'aller à la conquête de certains clients, mais les grandes marques, elles se réduisent pas à leurs clients ou à leurs prospects. Les grandes marques, elles parlent à tout le monde, même aux gens qui les aiment pas, qui les consommeront jamais parce qu'ils sont pas dans la cible, etc. Et je trouve qu'en ça, le retour de l'ancien patron de Nike qui ont sorti de sa retraite, je sais pas si vous avez suivi cette histoire, elle est assez formidable. Donc Nike a changé de patron il y a quelques années, il y a 2 ou 3 ans, et ils sont lancés dans une logique d'optimisation de tout. Donc optimisation de la com, la perf partout, etc. Et à partir de là, ils ont complètement décroché. Et ils ont sorti de la retraite l'ancien patron qui est revenu et qui leur a dit c'est marrant, vous y êtes mis à penser qu'on vendait des chaussures. Ah ben voilà. Et donc il a dit non, nous notre travail c'est le sport. Notre travail c'est on dit aux gens si vous avez un corps, vous êtes un athlète. Donc comment est-ce qu'on arrive à remettre le sport au cœur de notre entreprise? Comment est-ce qu'en communication on sort des médias plus court-termistes pour eux donner des grands récits sportifs qui nous mobilisent tous, hein, les humains, qu'on soit spectateur ou acteur, le sport, ça fédère. Et il a relancé la boîte sur les fonds baptismaux de sa marque, qui était, c'est plutôt une idée qu'une paire de baskets ou un t-shirt, quoi. Donc pour moi, il y a à peu près la même logique, et cette dualité, elle existe aujourd'hui dans les médias, des médias qui sont très court-termistes, qui sont là que pour parler finalement au portefeuille, et puis d'autres qui sont là pour parler au cerveau et au cœur qui est derrière, et l'humain, et l'imaginaire, et ce qui se construit dans sa tête, qui permet de créer une relation plus durable peut-être. C'est intéressant sur cette réflexion de la prolifération, parce que pour le coup, l'INA, c'est des milliers et des milliers d'heures d'archives. Avec le digital qui arrive là-dessus, on a encore plus de possibilités qui s'offrent à vous. Dans ce cadre, on imagine que c'est un peu difficile de faire sobre. Alors, oui et non, parce que nous, alors effectivement, on a un avantage concurrentiel, c'est nos millions d'heures, on compte en petaoctets, etc. On est les en plus petaoctets. Ouais. Incroyable. Ne me demandez pas vraiment ce que c'est, parce que, non, on va pas. Et donc, on a un data center, on compte en petaoctets, etc. Mais au fond, cet avantage concurrentiel, c'est aussi un désavantage. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on est dans une économie de l'attention très clairement. C'est pas nouveau, hein. Dans l'Antiquité, et la rhétorique, ça servait aussi à retenir l'attention. Donc, mais aujourd'hui, dans ce monde, dans cette prolifération, on est dans une économie de l'attention. Et nous, on s'est dit, à l'INA, pour exister en tant que marque média, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y avait la stratégie qui consistait à inonder le monde avec nos pétaoctets. Je pense que c'était pas la bonne stratégie. Et puis, il y avait, plutôt que d'être dans cette stratégie de l'abondance, d'être plutôt dans une stratégie de la pertinence. Et la stratégie de la pertinence, c'est de se dire quel est le bon contenu au bon moment sur le bon réseau. Et ça, c'est un travail un peu d'orfèvre qu'ont mené les équipes de l'INA. C'est tout le travail de la contextualisation. Parce que vous le savez, comme le disent les Américains, content is king, mais context is King Kong. Donc non mais c'est vrai, non mais c'est une phrase toute bête, mais je la trouve hyper efficace et je la ressors, pardon, mais presque dans toutes les conférences, parce qu'elle nous a beaucoup éclairé. C'est-à-dire que au fond, voilà, ça ne marche. Vous ne pouvez être visible dans ce monde de l'abondance des contenus. Vous ne pouvez être visible que si vous avez le bon contenu au bon moment. Ça veut dire contextualiser ce contenu, l'éditorialiser. Et ça, c'était quelque chose de très nouveau à l'INA, parce que au fond, on avait un peu tendance à balancer des archives comme ça. Oui, vous dites avant, c'était éphéméride et nostalgie. Alors, avant, effectivement, l'éphéméride, c'était un peu, on regardait, voilà, il y a 50 ans, il y a eu ça, il y a 60 ans, il y a eu ça. Et puis, la nostalgie, c'est un truc qui marche très bien, etc. Sauf que la nostalgie, si vous comptez sur la nostalgie, un jour, vous n'avez plus de public parce qu'ils sont tous morts. Forcément, ils n'ont pas connu ce qui s'est passé il y a 50, 70 ans. Donc, la nostalgie, bon, outre le fait que je trouve que c'est un peu réactionnaire, mais ça, c'est un autre débat. Mais au fond, c'est pas la bonne stratégie de conquête des publics, la nostalgie, parce que vous allez forcément conquérir que les vieux.
ce qui n'était pas tout à fait notre but, même si on n'a rien contre les vieux, en fait, au fond. Non, mais c'est vrai, je suis de la team Nathalie Sonac, hein, de la crèche à l'EHPAD. Mais non, Voilà. pas pour les vieux, Nathalie. Non. Donc, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est vrai qu'on sait pas, quand on s'est lancé là-dedans il y a 10 ans, on s'est pas dit qu'on allait avoir un public majoritairement jeune avec ce qu'on faisait sur les réseaux sociaux. Très franchement, on l'a même pas pensé, conceptualisé, on l'espérait pas. Et aujourd'hui, la dernière étude IFOP nous dit qu'on touche 2 jeunes sur 3, ce qui est énorme. Et que sur ces jeunes qu'on touche, c'est 2 jeunes sur 3, et on le voit bien, notre public sur Instagram est très jeune, hein, c'est plutôt 15-34, voilà, et plutôt féminin d'ailleurs sur Instagram. Mais ces jeunes qu'on touche, à 90%, font confiance au contenu de l'INA. Et ça, c'est vraiment une conquête, une victoire, parce que on est clairement aussi dans une mission de service public où ce qu'on propose quand même comme contenu, on trouve que c'est des contenus plus intelligents que des petits chats ou des influenceuses beauté, quoi. Donc avec des actes éditoriaux très forts, hein, qui s'adaptent aussi, vous le disiez, à comprendre le monde. Est-ce que vous avez des exemples? Alors l'exemple, pardon, ça va être un peu un truc éphéméride, hein, pour le coup, donc je me contredis, mais je suis pas. Mais des exemples historiques importants. Mais voilà, donc non, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour la loi Veil, les 50 ans de la loi Veil. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est aussi dans cette logique-là, c'est-à-dire qu'on essaye toujours d'être distinctif, c'est-à-dire de se dire qu'est-ce qu'on fait que les autres médias ne peuvent pas faire. Et donc pour la loi Veil, on s'est dit, en cherchant dans les fonds, on a été très étonnés de voir que toutes ces femmes qui avaient avorté clandestinement avant 1975, en fait, n'avaient jamais été de fait, puisque c'était un tabou, c'était illégal, n'avaient jamais été de fait invitées à s'exprimer. C'est-à-dire qu'elles n'avaient jamais raconté leur avortement clandestin. Et l'idée qu'on a eue, c'est de lancer une campagne sur les réseaux sociaux en disant « Vous avez vécu un avortement clandestin, donc forcément avant 75, eh bien, venez témoigner, on enregistre votre témoignage à l'INA. » Et donc là, on a eu un phénomène assez incroyable parce que c'est toutes les petites filles qui ont été chercher leur grand-mère, et c'est quand même très beau, et qui ont dit à leur grand-mère tu m'avais dit que, etc. Va raconter ça à l'INA. Et donc, on a interviewé partout sur le territoire, y compris dans les dom-toms. On a interviewé 80 femmes de façon assez longue, hein, et des hommes d'ailleurs aussi, parce que ça ne concerne pas que les femmes. On a interviewé 80 personnes qui avaient donc soit pratiqué un avortement clandestin, soit avaient avorté clandestinement. Et donc, ça nous a fait une matière première incroyable. On a mis ces 80 entretiens en ligne sur le site de l'INA. On en a fait un documentaire pour France Télé, dont on va voir le teaser, qui raconte pour la première fois. C'est du point de vue. Vous voyez, l'avortement, il avait souvent été raconté par... cette histoire avait été racontée par des spécialistes. Là, on a parlé vraiment au niveau des hommes et des femmes qui l'ont vécu dans leur chair. Et quand je dis dans leur chair, vous allez voir que c'est quand même très impressionnant ce que ces femmes et ces hommes ont vécu. Et avec un message qui était destiné, on en a fait un podcast, on en a fait un livre. Ouais. Donc voilà, toute cette matière première qu'on a éditorialisée de façon un peu différente, en se disant on touche des publics différents en éditorialisant différemment. Et en fait, avec un message unique qui était de dire attention, c'est pas complètement acquis. En tout cas, c'est pas acquis partout dans le monde, et même en France, au fond, enfin, si maintenant, mais voilà, voilà ce que ça veut dire un pays où une loi ne protège pas ça, en fait, où ce n'est pas un droit. Voilà ce que ça veut dire, et je trouve que pour les générations qui, effectivement, dont c'était la génération des grands-mères, ou même encore plus jeunes, hein, qui ont aucun contact générationnel avec cette génération qui a avorté de façon clandestine. Je crois que c'était un message plutôt utile, et on peut regarder ce que ça donne avec le teaser. C'était l'été, j'ai 16 ans. J'ai 29 ans. On avait 19 ans, on se voyait pas par an. Oh là là, quand je suis tombée enceinte, mon Dieu, quelle misère. Oh maman, qu'est-ce qu'elle a respecté. Elle m'a traité de salope. Je pouvais pas envisager l'avenir avec une autre grossesse. J'étais déterminée. Je ne voulais pas un autre enfant. Je peux pas. Comment je vais faire? J'étais prête à tout. L'avortement, c'était interdit. La première fois, c'était avec une faiseuse d'ange, comme on disait. Tout ça se passait évidemment dans le secret. Je me souviens pas du tout du visage de cette femme.
J'ai ressenti une douleur, je me suis dit c'est ça la douleur quand on est à la chair à vif. Une horreur, comme on ne peut pas imaginer. J'avais l'impression que tout mon sang allait sortir. J'ai vu ce qu'il faut pas voir. À l'hôpital, ils m'ont fait un curetage, mais pas trop endormi. Il faut qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. J'ai encore cette odeur d'infection dans les narines. On était persuadés que je ne survivrais pas. Les enfants sont chez la gardienne. Je veux pas mourir sans les... Ça a été un choc de voir ces femmes entre la vie et la mort. Beaucoup sont mortes, beaucoup. J'ai été condamnée à 1 mois avec sursis. Il y a eu un avant et un après. Je suis devenue vraiment maître de ma vie. C'est important que ça se sache quand même. Pourquoi je veux témoigner, c'est pour que mes petites filles ne connaissent jamais ça. C'est la page de pub, vous pouvez revoir ce documentaire sur la plateforme Madeleine. Et justement, sur la plateforme Madeleine, qui est la plateforme que l'INA a lancée en 2019, qui est une plateforme de streaming illimité, voilà. Et on a eu la même problématique, c'est-à-dire qu'on s'est dit, en fait, comment lancer une plateforme quand on est l'INA, c'est-à-dire en fait un nain numérique, quand même, malgré tout, par rapport aux autres plateformes, par rapport à Netflix, par rapport à Amazon, par rapport à Disney, etc. Comment lancer une plateforme avec des vieilles images, avec des vieilles séries, avec des vieux documentaires, avec des vieilles émissions de télé, etc. En ayant Et l'air comment innovant. arriver à exister. Alors, pardon, on a eu la meilleure campagne com marketing du monde ever, vraiment gratuite. C'était le confinement. Oui. Non, mais c'est vrai, on s'est lancé en 2019, en mars 2019, et là j'ai dit aux équipes, attention, on va rétro-pédaler, c'est-à-dire on va se lancer en gratuit. Donc on s'est, voilà, ça fait quelques remue-ménage. Ouais, quelques nuits blanches aux développeurs, mais on s'est lancé en gratuit et c'est vrai que ça a été une campagne de marketing et de com absolument incroyable. Mais surtout, comme on n'a pas de budget marketing, okay, c'est pas du tout comparable au budget de Netflix ou de Disney. Enfin, vous imaginez bien, voilà, on est une boîte de service public. En ce moment, ça va pas très bien. Enfin bon, bref. Mais en 2019, ça allait pas très bien déjà. Donc, rien n'a changé au fond depuis. On s'est dit, en fait, il faut être on est une marque affinitaire. Donc, il faut qu'on sache cibler nos publics. Et en fait, il faut passer de l'économie de l'attention à l'économie de la relation, d'une certaine façon. Et comment on a fait? On s'est dit, par exemple, quand on a une série comme Madame est servie, on explique à nos publics que Madame est servie, il faut absolument le regarder parce que c'est la première série féministe du monde. Et pourquoi? Parce que c'est un homme qui fait le service. Pardon, mais c'est très con. Mais donc, ça a des valeurs. Aujourd'hui, on a mis Drôle de Dame il y a quelques jours et on fait une campagne marketing autour de la série Drôle de Dame. On dit, vous vous souvenez du machisme dans les années 70? Allez voir Drôle de Dame, elles sont extraordinaires, un peu féministe, mais c'est quand même d'un machisme absolument incroyable. Avec des grands réalisateurs quand même. Oui, mais il faut le regarder pour le comprendre. Ouais. Et donc, c'est en faisant ces campagnes ciblées, quand Netflix a sorti Arsène Lupin, on a fait toute une campagne sur, on a le vrai Arsène Lupin à l'INA, donc ne perdez pas votre temps, venez voir Georges Descrières, c'est beaucoup mieux. C'était un petit clin d'œil, c'était sympa, ça nous a pas coûté très cher et ça a marché. On a beaucoup recruté. Conclusion, alors c'est vrai qu'on n'est pas très cher, on est une plateforme à 2,99 € par mois et on a quand même beaucoup de contenu. Enfin, on est une plateforme de niche par rapport aux autres plateformes, mais on est arrivé à conquérir 100 000 abonnés payants, ce qui est payant, et en allant aussi sur toutes les plateformes. Oui, vous êtes passé de 80 millions à 2 milliards de ça, c'est vidéos au total, voilà. Ça, c'est la plateforme. On a 100 000 abonnés, ce qui est pas mal. Ouais. Aujourd'hui, dans le monde des plateformes, c'est pas mal. Enfin, à l'échelle des plateformes françaises de niche, c'est vraiment pas mal. Et on est passé effectivement en 10 ans de 80 millions de vidéos vues à 2 milliards de vidéos vues avec 15 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. Donc en tout cas, on a réussi à exister en tant que marque de médias, ce qui n'était pas du tout le cas. On n'existait pas en tant que marque de médias il y a 10 ans, on n'existait pas du tout.
Gaspard, en écoutant la réflexion sur aussi la manière de communiquer, de faire du lien, mais aussi de personnifier, d'individualiser, je sais que toi, tu as largement étudié les différentes campagnes d'hommes politiques et notamment celle de Mamdani, nouveau maire de New York, en disant c'est un bon exemple de réussite, alors qu'on peut avoir l'impression qu'il parcellise et segmente sa manière de communiquer. Oui, alors tout n'est pas parfait dans la politique et cette campagne-là, mais elle est intéressante à regarder. C'est marrant d'ailleurs parce qu'il y a un sujet dans le sujet sur en matière de communication, c'est qu'il y a toujours des modèles à imiter. Il y a eu Obama, maintenant c'est Mamdani, après Alexandra Ocasio-Cortez. Et c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Il y a plusieurs façons de le voir. Une première façon qui correspond un peu à ce qu'on a dit au début, c'est de dire pour parler à tout le monde, faut être partout. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a poussé la logique extrêmement loin, un peu comme Trump l'avait fait pendant sa campagne présidentielle, la deuxième, pas la première, en allant vraiment cibler des micro-communautés à travers des podcasts. Alors, le jour de son élection ou le lendemain, je crois, il était encore en train de donner une interview à un podcasteur qui devait avoir 2000 personnes qui le suivaient. Mamdani Oui, Mamdani. Parce que, plus rien, comme il y a de moins en moins d'endroits où on peut tous se retrouver, il faut aller voir des micro-communautés affinitaires, etc. Et donc, ça, je pense, c'est une première leçon. Alors, un peu épuisante pour les marques comme les dirigeants d'entreprise et les dirigeants politiques, mais je pense qu'il faut en passer par là. Mais la deuxième qui, moi, m'a le plus intéressé, ça correspond à ce que vous avez dit tous les deux, d'ailleurs, et notamment David, c'est que, et Agnès aussi après, c'est que, oui, il faut répondre à cette micro-parcellisation, être partout, etc. Mais finalement, ce qui l'a fait gagner, c'est deux choses. Un, la radicalité de ses propositions. Alors là, elles sont plutôt à gauche, mais j'aurais pu dire la même chose pour Trump, clairement de l'autre côté de l'échiquier politique. Quand vous arrivez à créer des objets de conversation et de discussion avec les gens, Mamdani, c'était sur l'encadrement des loyers, en tout cas le blocage des loyers, par exemple. Et ben, les gens en parlent, ils en parlent au bistrot, ils en parlent dans le métro, etc. Finalement, peu importe l'endroit où vous l'avez dit, si vous installez le sujet dans le débat, et bien en fait ça fonctionne. Et ça, c'est la meilleure des communications. Et la deuxième chose qu'il a réussi à parfaitement faire, c'est qu'il a créé une ambiance. Et alors, donc c'est peut-être pour donner le sourire, parce que ces sujets sont aussi un peu angoissants, mais bon, le clip qu'on a vu était aussi très positif d'une certaine manière. C'est qu'il a apporté de la joie dans la campagne électorale, de la fête, du sourire, et cette ambiance, même si les gens, je pense pas d'ailleurs qu'il l'ait théorisé, je pense qu'il est juste comme ça, il s'est sans doute laissé aller. Et ça a emporté tout le reste. Et finalement, peu importe qu'il se fasse filmer dans un bar en train de danser, en train de parler avec les gens dans la rue, en faisant du porte-à-porte à un podcasteur ou sur CNN, ce qui ressortait, c'était cet état d'esprit, ce sourire permanent qu'il affichait sur un regard, qui pouvait contraster d'ailleurs d'une certaine manière avec la radicalité de ses propositions, mais qui était très efficace. Donc pour résumer, oui, micro-parcellisation, donc il faut y répondre, se dire je vais pas à tel endroit, pas à tel endroit, c'est juste absurde, mais ça ne suffit pas. Il faut des idées extrêmement puissantes, et puis un état d'esprit, une ambiance, comme on aurait pu le dire tout à l'heure pour une marque. C'est pas vous qui direz le contraire, avoir des idées avant de parler ou de communiquer. C'est avant tout ce qui est le majeur. Bah, je sais pas, mais en tout cas, en tant que public, je préfère qu'on vienne me parler avec des idées. Donc, je pense que les gens sont un peu comme moi là-dessus. Parce que c'est pas forcément le cas tout le temps. Bah, c'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que la grande différence, encore une fois, entre l'information et la communication, c'est que la communication, on paye pour venir parler aux gens. Donc, on est intrusif. Et d'ailleurs, une étude qui est sortie il y a pas très longtemps, qui est intéressante, qui montre d'ailleurs que le caractère intrusif est perçu par tout le monde. Et plus l'écran est petit, plus il est intrusif. Donc, c'est pas très compliqué à comprendre. Les médias plutôt historiques, donc la télévision, l'affichage, la presse, la radio, sont perçus comme intrusifs, à peu près 50%. Les nouveaux médias, à 80%. Donc, et par la jeunesse, c'est la même chose. La jeunesse les considère aussi comme très intrusifs, donc réseaux sociaux, Internet, mobile. Par contre, l'agrément n'est pas le même. On s'aperçoit dans la population française que l'agrément va plutôt vers les médias les moins intrusifs. Et plus les médias sont des médias de récit, donc la presse, la télévision, l'affichage, donc plus on a de l'espace pour raconter des choses, plus ils sont appréciés. Plus c'est pas des supports d'information, parce que dans la communication publicitaire, l'espace qui est laissé dans la bannière, il est quand même pas terrible, on va pas se mentir, sur le web. C'est pas un créatif qui a inventé la bannière, quoi. Et là, il y a pas d'agrément pour ces messages-là, de manière générale. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que les plus jeunes, donc les moins de 35 ans, ont un agrément beaucoup plus fort pour la communication publicitaire. De toute façon, on augmente de 20 ou 30% l'agrément sur la publicité. Donc, l'intrusion est toujours perçue,
par le public. Par contre, l'agrément chez les plus jeunes, il est intégré. C'est-à-dire que la communication commerciale, ça fait partie des vies de tout le monde, des moins de 35 ans, donc c'est accepté. Par contre, l'intrusion est toujours perçue. Donc nous, notre rôle, c'est de faire en sorte, si on est intrusif, d'être le plus sympathique possible. Parce qu'encore une fois, c'est plus simple de déranger une soirée si on arrive avec un bouquet de fleurs ou un gâteau, quoi. Alors justement, sur la question de la non-polarisation, vous êtes très fort à l'INA parce que vous avez aussi des messages très universels, on a commencé à le voir, enfin oui, si quand même universels, que vous portez. Et ça, c'est des messages aussi, vous disiez que vous... On essaye de remplir notre mission de service public. Notre mission de service public. Alors, notre mission de service public, effectivement, elle est déjà, on se dit comment on a des contenus qui éclairent l'actualité, c'est-à-dire comment on donne du sens à l'actualité avec le temps long. Et ça, c'est une question qu'on se pose tous les jours, par des conférences de rédaction, etc. Comme dans un média traditionnel, au fond, on se dit comment, avec nos contenus, on peut éclairer l'actualité, mais de façon différente. C'est-à-dire que on se pose toujours la question de savoir est-ce que ce qu'on fait, il faut pas que Brut ou Combini ou peu importe notre univers concurrentiel en fait puisse le faire de la même façon, sinon au fond ça perd un peu de sens. Après, et ça concourt à cette infobésité dont on parle. Exactement. Après on se dit est-ce que ce qu'on va poster comme contenu est suffisamment outre le fait d'être différenciant, est-ce qu'il est suffisamment ouvert? Est-ce qu'il clive ou est-ce qu'il ne clive pas? Et on a plein de contenus qui clivent. Hein. Quand vous retrouvez un micro-trottoir des années 70 où le journaliste pose à des hommes dans la rue, est-ce que vous avez déjà pensé à violer une femme? Déjà, la question, elle est bizarre. Oui, c'est déjà la question, elle est bizarre. Et alors, les réponses, elles sont bizarres aussi. Parce que j'avoue que dans les années 70, il y a pas mal d'hommes qui répondent oui. Et quand on a un contenu comme ça, on se dit ah ouais, quand même, il faut le poster. Mais je veux dire, il faut le contextualiser, il faut l'entourer. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait un micro-trottoir aujourd'hui, on a reposé la même question, etc. Et on compare en fait l'évolution des mentalités. Voilà. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand même, les hommes sont plus policés, au moins dans la rue. Enfin, en tout cas, ils répondent rarement oui. Mais c'est intéressant, vous voyez, et on se dit toujours comment on y va, c'est-à-dire comment on y va pour pas trop cliver quand même. On n'a pas besoin de cliver plus que déjà l'espace public ne l'est. Et puis on se pose des questions, on a des mantras internes. Hein. Est-ce qu'on est éclairant? Est-ce qu'on est étonnant? Est-ce qu'on est évocateur? Est-ce qu'on provoque une émotion? Quel type d'émotion on provoque? C'est quand même des guidelines. C'est des guidelines qui animent quand même la rédaction constitué de journalistes et de documentalistes qui tous les jours fabriquent des contenus et je crois qu'en se posant à chaque fois ces contenus-là, bon, il peut arriver qu'on fasse un flop, il peut arriver qu'on se plante, c'est normal, hein, c'est un flux, c'est continu, etc. Mais je crois que quand on interroge toujours les contenus sous ces différents prismes, c'est comme ça qu'on arrive à être un peu différent des autres, en tout cas. Quand on démultiplie cette présence tous azimuts et de façon la plus commune possible, on démultiplie aussi le risque de dérapage. Comment on fait pour essayer de les éviter au maximum? Alors, je suis pas sûr d'être la bonne personne pour le dire parce que j'en ai pas mal de dérapages, mais on apprend de ces erreurs. Non, on apprend beaucoup de ces erreurs. Je les ai faites à peu près toutes, donc on pourra en parler. on pourra en parler. Mais je le dis avec humour, mais en réalité, on les oublie aussi. Donc, il y a un peu trois façons de voir les choses. Il y a une première qui consiste à se dire que il faut être dans une communication zéro défaut ou zéro risque, qu'on soit un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant de politique. Je pense que c'est devenu totalement inefficace et contre-productif. Alors ça l'est en politique, les hommes politiques trop sages, je dis pas trop sérieux, trop sages, trop média traînés, trop dans l'élément de langage. Je pense que ça ne fonctionne pas, ça se voit surtout physiquement parce que les gens ont appris à décrypter la communication et je pense que c'est pareil pour les dirigeants d'entreprise. Et donc on n'entre pas dans la conversation si on le fait avec de l'insincérité, de l'élément de langage ou des phrases toutes faites, c'est une évidence. Donc c'est une tentation, mais je pense qu'il faut l'écarter. Il y a la tentation inverse qui consiste à se dire finalement les gens oublient tout, il y a beaucoup de déchets, c'est pas grave. De toute façon, les gens vont finir par oublier. Donc ça, c'est Trump qui en fait se dit on s'en fout, je peux mentir 200 fois parce que je vais toujours balancer le truc encore plus énorme le fois d'après qui va faire que tout va s'effacer comme avec une ardoise magique. C'est très tentant de faire ça. Et beaucoup de dirigeants politiques, un peu de dirigeants d'entreprise le font aujourd'hui. C'est très efficace
peut se foutre de tout, en fait, dans un monde postmoderne, post-rationnel. Mais là, on abîme la démocratie, on abîme la communication, et on s'abîme quand même à long terme. Même si, malheureusement, la victoire de Trump nous a montré que ça n'empêchait pas d'être réélu. Et donc, je pense qu'il y a une voie intermédiaire, on va dire, je vais faire le centriste, qui consiste à être sincère. Ça va sembler très boy scout, mais je crois vraiment. La sincérité dans l'émotion, la sincérité dans la construction du message, parler quand on a quelque chose à dire, ne pas masquer son émotion positive ou négative, ne pas travailler parmi les premières fois de ma vie où je suis allé à la télévision après avoir arrêté de travailler à l'Élysée, une journaliste je lui ai demandé mais comment est-ce qu'on fait pour être bon à la télévision? Elle m'a dit je sais pas, il faut juste oublier qu'il y a une caméra. C'est exactement, je lui ai dit que c'était pas si facile que ça. J'imagine que c'est la même chose au cinéma. Je pense qu'on est bon dans la communication quand on est sincère, sans oublier qu'il y a forcément une caméra, qu'on dise ce qu'on a sur le cœur et qu'on, comme le disait David tout à l'heure, qu'on parle autant avec son cerveau qu'avec son cœur. Je pense que c'est ça qui fonctionne. Vous parlez d'exercice d'écorchage numérique. Oui, sans doute. Oui, parce qu'il faut accepter les petites blessures qui se font au fur et à mesure. On apprend au fur et à mesure. Hein. Je pense qu'un dirigeant d'entreprise, d'ONG ou politique, il doit accepter au départ quand il rentre dans cette arène qui a un bouillon d'eau très très froid ou très très chaud, je ne sais pas. Il faut accepter de se prendre quand même des coups. Je plains souvent d'ailleurs les dirigeants politiques ou les candidats à des élections à l'heure actuelle. Alors soit certains sont totalement fous, donc ils ont totalement oublié la blessure telle qu'ils peuvent la ressentir, ou certains dirigeants d'entreprise, parce qu'on s'expose beaucoup. Donc je pense qu'il ne faut pas se comporter comme Saint-Sébastien perforé par les flèches. En même temps, il faut quand même avoir le cuir assez épais et savoir pourquoi on le fait. Si on le fait juste pour montrer sa frimousse, satisfaire son ego, qu'on soit un dirigeant d'entreprise ou un dirigeant politique, en fait, ça ne sert à rien. Par contre, si on le fait parce qu'on a des causes, des valeurs à défendre, qu'on soit dirigeant d'entreprise ou dirigeant politique, là, on a moins mal, on va dire. David Leclamart, vous, pour finalement éviter trop de dérapages, trop d'intrusions, vous dites passons par plus de régulation. Ah oui, moi je suis pas contre la régulation, parce que notre métier il est hyper régulé. On parlait de la loi de 1980 tout à l'heure. Dans la loi de 1980, il y a défense d'afficher, c'est encore sur les murs des villes. Parce qu'en fait, les Français en avaient ras-le-bol au 19e siècle, il y avait de la pub partout, quoi. Et donc ils ont dit, est-ce qu'on pourrait éviter que le paysage urbain soit recouvert de pubs pour des savons, pour des élixirs douteux, d'après ce que j'ai compris, etc. Et tout d'un coup, les hommes politiques ont dit, on va réguler et on va encadrer, là on pourra afficher ou pas, déjà les messages de l'État, parce qu'il fallait que l'État puisse communiquer, et puis après tous les autres. Donc nous, on n'a pas de problème avec la régulation. Notre métier est extrêmement encadré. On a quasiment 300 lois qu'on doit prendre en compte. Donc moi, j'ai pas de souci avec ça, d'autant plus que c'était soulevé tout à l'heure sur la table ronde d'avant. C'est que ça crée des distorsions de concurrence extrêmement fortes. C'est vrai dans tous les secteurs. C'est vrai dans la distribution, c'est vrai dans le secteur bancaire, c'est vrai aussi dans les médias. Et ces nouveaux acteurs qu'on appelle souvent les nouveaux barbares, c'est compliqué les barbares, quoi. Donc, soit on trouve un moyen de se défendre contre eux, soit ils vont nous envahir. Enfin, l'histoire, on la connaît déjà. Et moi, j'ai pas de souci avec la régulation, d'autant qu'aujourd'hui, les enjeux sont en plus des enjeux de santé publique sur certains outils. Donc, je pense que l'État a un rôle à jouer. Un appel à la puissance publique. Oui, en tout cas, c'est pas impossible d'aller réguler les choses. Nous, on le dit un peu plus librement en tant qu'agence créative, c'est que nous, on gagne pas notre vie en vendant du média ou en recommandant des médias. Oui. Nous, on cherche des espaces d'expression qui sont les plus pertinents pour raconter histoires intéressantes aux Français. Les dérapages qui peuvent aussi être démultipliés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Alors, ce qui est intéressant, Alina, c'est que vous avez aussi évolué à vitesse grand V grâce à l'intelligence artificielle. On est en train. Vous êtes en train, oui. Mais là, c'est pareil, c'est comme l'arrivée du numérique. C'est une menace, mais en fait, c'est une opportunité. Alors, pour l'INA, c'est une opportunité de découvrabilité des fonds. Expliquez-nous ça. Parce qu'en fait, quand vous avez des pétaoctets, c'est-à-dire des millions et des millions d'heures, l'enjeu, c'est quand même de trouver le bon contenu dans ces millions d'heures. Alors, comment on fait ? C'est le rangement, quoi. Ouais. Alors, pour le ranger, c'est en fait, avant l'IA, les contenus sont décrits par des documentalistes qui regardent les contenus, qui en font des résumés, qui extraient des mots-clés. Mais tout ça est très contextuel, c'est-à-dire que ne serait-ce que les mots-clés, les thésaurus, le vocabulaire est... ne cesse d'évoluer. Dépend d'une époque et devoir de mémoire. D'un environnement. Il y a un moment, on l'employait beaucoup, ça voulait. Maintenant, on dit que ça veut plus rien dire. Enfin, oui, il y a un vocabulaire et ce qui fait que vous pouvez pas toujours. En fait, quand vous cherchez des contenus, vous trouvez pas toujours vos contenus parce que justement, il y a, c'est des humains qu'on tout simplement décrit. C'est un biais. Et puis cette description, elle n'est pas toujours complète, elle n'est pas parfaite.
Ce que permet l'IA, c'est une description tout à fait nouvelle et fine des fonds, c'est-à-dire d'abord par la transcription automatique des vidéos, par aussi des logiciels, enfin des IA de reconnaissance d'images, de reconnaissance des sons. Donc ça permet une description des fonds avec une granularité qui jusqu'à présent n'existait pas, et avec des moteurs de recherche sémantique qui permettent en plus non pas de dire d'interroger par mots-clés, mais d'interroger tout simplement en langage naturel. Donc, globalement, si vous dites je voudrais voir une vidéo de Chirac qui fume devant l'Assemblée nationale, bah, en fait, avec l'IA, aujourd'hui, ça va être possible. Hier, comment? Et puis, avec la main droite ou la main gauche, possible. Si vous voulez, je sais pas, des... Avec l'IA, on peut même la faire. Alors ça, c'est une autre question. Merci pour la transition. Merci. Mais ça, c'est la question d'après. Et donc c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de découverte. On va retrouver plein de choses. Non pas, on les a pas perdues, mais on va trouver autrement plein de choses. De même que si vous voulez des photos de, je sais pas, si vous cherchez absolument des 2 chevaux rouges, les documentalistes, ils décrivaient pas dans les résumés à chaque fois qu'ils voyaient une 2 chevaux rouges. Aujourd'hui, avec l'IA, on va pouvoir retrouver toutes les 2 chevaux rouges dans 25-30 millions d'heures. Enfin, c'est assez considérable. Donc, ça va ouvrir des possibilités énormes. Ça nous ouvre aussi, bien sûr, le marché international qu'on adresse un peu, mais avec la traduction automatique, ça nous ouvre évidemment un marché international. Et je pense qu'on a des contenus très pop culture. Pas que, mais on a des contenus très pop culture qui sont des contenus tout à fait exportables dans le monde. On est une forme de soft power quand même à nous seuls. Et donc, ça va nous ouvrir ça. Ça ouvre aussi beaucoup de choses en ce qui concerne la restauration de l'image, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'images dégradées qui étaient sur justement des vidéos, des VHS des années 80, qui ne sont pas restaurables par l'humain, mais qui sont upscalables par améliorables par la machine. Toutes les vidéos des années 80, le match Noah 84, on l'a restauré grâce à ça, et c'est assez dingue. Alors qu'avant c'était totalement dégradé et sur des télévisions HD plus du tout regardables. Il y a aussi la question de la colorisation par l'IA. Je parle d'une colorisation éthique, c'est avec beaucoup de recherche, il faut faire des prompts très... Mais bon, ça donne une nouvelle vie au fond, et donc pour moi c'est autant de relais de croissance, en tout cas ça c'est important. Et puis au fond, c'est le deuxième sujet. Le revers de la médaille. Ouais, c'est le revers de la médaille. Bah, le revers ou pas, c'est-à-dire qu'au fond, on détient une forme de vérité de l'image. C'est-à-dire par rapport à toutes les images qui sont fabriquées avec l'IA, la vérité historique, elle est quand même dans les fonds de l'INA. Et ça va pouvoir être vérifiable. C'est-à-dire que c'est vrai, aujourd'hui, vous pouvez trafiquer n'importe quel discours historique, n'importe quel fait historique, en fabriquant avec l'IA des fausses images. Sauf que du coup, ça nous rend encore plus utile dans notre mission de service public, je trouve. C'est-à-dire qu'on détient une forme de vérité, et on pourra opposer cette vérité à tous les fabricants d'images et à tous les détournements historiques possibles. Et pour l'humour, on va en montrer un. Alors, on peut regarder justement ce qu'on peut faire à une vidéo. Vrai ou faux, on vous laisse juger. Estimons nécessaire que les échanges internationaux soient établis comme c'était le cas avant les grands malheurs du monde, sur une base monétaire indiscutable et qui ne porte la marque d'aucun pays en particulier. Quelle base? En vérité, on ne voit pas qu'il puisse y avoir réellement de critères, d'étalons autres que le Bitcoin. Et oui, le Bitcoin qui ne change pas de nature, qui n'a pas de nationalité, qui est tenu éternellement et universellement pour la valeur inaltérable. Alors, pardon. Bon, évidemment, vous aurez compris qu'en 64, c'était difficile de parler du Bitcoin. Mais c'est, enfin, en tout cas, c'est une campagne faite par Bitcoin qui était, que nous, on a trouvé très drôle pour le coup, et qui nous sert dans nos modules qu'on fabrique On fait de la formation. On fait de la formation dans les écoles et pour les enseignants, pour les élèves et pour les enseignants, d'éducation à l'image et d'éducation à l'IA. Et on essaye de montrer, au fond, comment on peut
comment on peut voir que, comment on peut reconnaître un deepfake, tout simplement. Et là, en montrant ça et en montrant la vraie vidéo, évidemment, c'est pas le Bitcoin, c'est l'or, hein, c'est le talon dont il parlait. Dont il parlait. C'est-à-dire qu'on aide les élèves à dire, vous, ça vous a fait sourire, mais parce que vous êtes tous cultivés, mais pour des élèves de 10 ans, 12 ans, 13 ans, pourquoi, au fond, il n'aurait pas prononcé Bitcoin? Qu'est-ce qu'il faut? Quelle analyse de l'image il faut faire? Analyse externe, analyse interne, quel regard critique il faut avoir sur les images pour pas se faire embobiner par des deepfakes? C'est ce qu'on essaye d'apprendre. Alors, on a pris le parti pris, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions, de prendre que des vrais deepfakes qui avaient été faits avec des archives. Par exemple, il y a un deepfake sur Mandela en prison. On a l'impression qu'il passe des super vacances, en fait. On a des images de Mandela. Enfin, vous voyez, on essaye de... les vraies archives que vous montrez aux enfants, c'est ça que vous voulez dire? Les vrais deepfakes. On aurait pu fabriquer des fausses... On aurait pu fabriquer des deepfakes, en fait, pour dire, voilà la vraie archive, voilà le deepfake. On a pris le parti pris de ne pas ajouter de la confusion à la confusion, il y en a déjà beaucoup, mais de prendre des vrais deepfakes qui existaient sur les réseaux et d'opposer à ces deepfakes les vraies images et d'expliquer pourquoi, comment, quel regard critique il faut toujours porter pour essayer effectivement de débusquer ces deepfakes, ce qui n'est pas toujours évident, hein, mais au moins il s'agit d'éveiller la conscience, en fait, d'éveiller l'esprit critique, tout simplement. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même très utile d'éveiller l'esprit critique et de se dire, et je suis d'accord avec Nathalie, hein, s'il n'y a pas des grandes campagnes dans les écoles pour ça, on va vraiment dans le mur. C'est-à-dire que c'est pas très difficile. On a tous été éveillés à cet esprit critique, au fond. Alors, c'était pas des images animées, c'était plutôt des images fixes, mais on a tous appris à lire les images. On a quand même aujourd'hui des jeunes générations qui sont assez éveillées. Il faut pas croire, c'est pas eux les principaux propagateurs de fake news, sont pas forcément les jeunes, hein. Moi, je crois que c'est beaucoup les vieux, pardon, mais sur Facebook, mais c'est pas forcément parce que eux, ils sont assez éduqués. Mais il faut qu'on arrive à éveiller ou à réveiller chez tout le monde cet esprit critique. Chantier majeur, l'éducation, David Leclabar, puis Gaspard Ganzer. Bah oui, moi je pense que c'est essentiel. Alors j'ai découvert Clémy hyper tard, moi, alors que je suis quand même, c'est le cœur de mon métier. Et j'ai découvert ça avec un créatif qui est plus âgé que moi, qui lui a eu la chance dans les 70 d'avoir des cours à l'école de décryptage de l'image, que je n'ai jamais eu, étant un peu plus jeune que lui. Et je trouve ça hyper intéressant. Il y avait une émission qui s'appelait Culture Pub, qui faisait le même boulot pendant des années le dimanche soir, qui était marrante et qui en plus permettait... Thomas Hervé, qui est d'ailleurs sur Télématin. Permettait de décrypter comment fonctionnait le marketing. Je crois qu'aujourd'hui, la jeunesse est pas celle qui est la plus à risque toujours, parce que la personne qui a versé quasiment 1 million à Brad Pitt, elle avait pas 16 ans, hein, était un peu plus âgée. Parce qu'ils vivent dans un milieu qu'ils arrivent à décrypter, comme un guide de haute montagne connaît la montagne, comme un Parisien dans le 9e se fait pas écraser par un vélo à contresens. Ils comprennent le milieu. Pour autant, ils comprennent pas tout, et notamment pas les mécaniques qui sont derrière, que ça soit les algos, que ça soit surtout l'économie. Parce que le sujet qui est derrière, il est économique, et on va revenir à la table ronde d'avant, de se dire, c'est vrai que pendant des années, les annonceurs, à leur insu, ont financé le divertissement et le journalisme. On a eu pendant plus d'un siècle droit à un journalisme de qualité et un divertissement de qualité gratuit, parce qu'il y avait des marques qui venaient embêter les gens qui regardaient la télé ou qui lisaient la presse, et ça permettait de financer tout ça, quoi. Ce système est en train de chuter et personne ne s'en occupe. Et à leur insu, à nouveau, les annonceurs sont en train de financer d'autres systèmes, plutôt américains ou chinois. Mais c'est leur insu, il n'y a pas de volonté derrière. Donc c'est dommage que ce débat ait pas lieu, et surtout qu'il n'ait pas lieu dans les écoles, parce que c'est intéressant, je pense, pour les citoyens français à l'école, d'apprendre les mécaniques qui sont derrière les médias, et de comprendre comment, derrière les logiques économiques, on peut trouver une probité médiatique, qu'elle soit de l'information ou du divertissement. Gaspard Ganzer. Ouais, je trouve que c'est un très très bon sujet de débat et de société. Je suis assez confiant comme vous deux sur la jeunesse de notre pays, et quand j'observe mes adolescents, leurs amis ou d'autres que je peux rencontrer quand j'interviens dans les écoles et les collèges, parce que j'essaie de le faire assez souvent, je vois qu'ils ont quand même les clés très largement. Ce qui manque, ça va plutôt être parfois la profondeur historique, philosophique, culturelle, donc c'est-à-dire le reste finalement de l'enseignement d'école, mais l'esprit critique
il peut exister en tout cas le cryptage. Donc oui, il faut aider l'éducation nationale, en tout cas pas forcément simplement dans plus de moyens, mais en tout cas en modernisant l'enseignement qui ne sait pas quand même. En aidant les professeurs, Oui. parce que Oui. les professeurs eux-mêmes sont Bien perdus, sûr. et eux-mêmes ont des questionnements sur leur propre recherche. Bien sûr. Vraie news. Oui, d'ailleurs, je suis. Il faut fournir des kits Bien sûr, il faut. parce que en fait les profs peuvent pas faire ça tout seuls. Moi, j'estime que c'est une partie de notre rôle que de fournir des kits pour utilisation en classe sur des problématiques qui sont liées quand même à l'actualité, à l'image, au décryptage, qui sont extrêmement complexes et qui peuvent être faits que par des spécialistes. Non, mais à 100% d'accord. Donc ça existe, mais de façon trop sporadique. Je pense qu'il y a quand même un point aveugle. Moi, quand je fais mes devoirs, les devoirs avec mes collégiens d'enfants, je suis parfois inquiet de voir que finalement le contenu pédagogique a quasiment pas évolué depuis 25 ans quand même. Entre-temps, il y a eu Internet, il y a eu l'intelligence artificielle, etc. Donc je pense qu'il y a de la marge. C'est très difficile. Il faut sans doute beaucoup de moyens, beaucoup d'innovation, beaucoup d'ouverture dans l'état d'esprit. C'est pas simple. Et c'est le pouvoir politique qui doit l'insuffler pour aider les professeurs. Et c'est pas aux professeurs de se débrouiller tout seuls. Non, je pense que ce qui est vraiment difficile, c'est ce que j'appelle plus que la désinformation, c'est la mésinformation. C'est-à-dire que les gens qui n'ont plus âgés, de toute génération, plus ou moins vieux d'ailleurs, on va dire à partir de 30 ans, 40 ans, 50 ans, des gens qui sont perdus face à l'évolution du monde. Je suis rarement critique des complotistes parce que j'y vois souvent des pauvres gens en fait, des gens qui ne comprennent pas le cours du monde, qui ne trouvent pas d'explication par rapport à ce qui se passe dans le monde et qui ont tendance à accepter des solutions toutes faites, soit qu'elles soient rassuristes, le changement climatique n'existe pas, soit que finalement elles désignent un ennemi facile, c'est la faute de telle ou telle personne, etc. Et là, c'est beaucoup plus dur de déjouer. Alors, lutter contre le conspirationnisme, le complotisme, c'est pas du tout un sujet nouveau dans l'histoire de l'humanité. Mais là, le problème, c'est que c'est tellement massif que la responsabilité collective, elle est immense. Elle repose sur les médias, bien évidemment, un journalisme de qualité. Donc, il faut aider les journalistes, aider le service public et tous les journalistes, aider l'INA parce que ce qui est fait est formidable. Mais il y a aussi une responsabilité énorme des annonceurs de façon générale et des dirigeants politiques. Alors, vous l'avez compris, moi, je crois toujours en la politique, même si je l'ai quitté et que je l'observe de plus loin, pour justement, il y ait une forme d'exemplarité. Parce que, on l'a dit tout au long de ce débat, la tentation, la communication pour les nuls, elle consiste à mentir, se foutre de ce qu'on raconte le jour A, le jour B, le jour C, faire le buzz, jouer simplement sur les émotions, etc. Ça peut marcher au départ, mais on fait beaucoup de mal à la société et à la démocratie. Et c'est ces gens-là qui doivent donner l'exemple. Et donc, j'espère que et c'est pas simplement un vœu pieux, parce que c'est aussi à nous tous, citoyens, de mettre la pression sur les annonceurs et sur les dirigeants politiques pour qu'ils aillent dans ce sens-là de plus de vertu. Parce que si l'exemple ne vient pas d'en haut d'une certaine manière, ça va être très difficile pour les gens qui sont perdus de retrouver leur chemin dans le noir. Merci. Ce sera le mot de la fin. Un dernier mot de conclusion? Ou est-ce qu'on passe aux questions dans la salle? Allez, vos questions dans la salle, vous pouvez maintenant les poser à nos invités si vous le souhaitez. Vous levez la main et on vous apporte un micro. Merci, oui. Bonjour. Alors, question d'une autre nature, parce qu'en plus, voilà, on est tous les deux membres adhérents de la filière communication. Donc, toujours Guillaume Comminges pour Force Ouvrière. Là, c'est du coup une remarque, mais demande de réaction. On est normalement ce matin en CPPNI en plus pour une négociation sur la refonte des classifications, donc ça concerne absolument tout le monde dans la salle, y compris les étudiants. C'est combien vous allez être payé à votre premier boulot. Et justement, en fait, sur la question un peu du fonctionnement, alors vous aviez eu justement une référence à la question darwinienne de la société aujourd'hui. Et un petit problème de lecture justement par rapport à ça, c'est la remarque sur le fait justement que dans la théorie darwinienne, justement, il faut pas oublier que c'est pas le meilleur qui survit, c'est celui qui sait s'adapter, surtout. Le mot est important. Et qu'il y a une stratégie, justement, dans la nature, soit de compétition, soit de coopération. Et c'est justement ce subtil mélange qui permet à une espèce de pouvoir survivre en s'adaptant en fonction, justement, de son environnement, des circonstances extérieures et intérieures. Et c'est plutôt un peu ce qui se passe aujourd'hui, un peu trop de compétition, et sûrement besoin de plus de coopération, donc de négociation. Dans le cadre justement démocratique que nous avons en France, la République sociale, qui a été quand même assez mise à mal par la Macronie ces dernières années.
Et on a justement en branche une capacité de discussion qui est en train de se vivifier, je trouve assez positive, nous en tout cas dans notre organisation. Même si ça reste toujours délicat, on verra ce que donnera la fin de cette négociation, mais il y a vraiment potentiellement aussi un sujet donc des nouvelles coopérations à construire dans ce cadre démocratique vis-à-vis du fonctionnement de nos secteurs, pour qu'il y ait un peu moins justement de compétition entre les différentes marques, les différents acteurs, entreprises, et qu'on sache un peu prendre de la hauteur donc et regarder vraiment au niveau sectoriel. Vous avez parlé de distribution à un moment, mais alors je pense que c'est pas la distribution de nos secteurs, donc je me permet aussi cette sous-remarque sur la distribution des imprimés publicitaires. Déjà, Macron, ministre de l'économie, avait ubérisé la question de la livraison, Uber Eats, etc. Mais là, il y a 2 ans, on s'est fait ubériser quand même la distribution des imprimés publicitaires en boîte aux lettres, 50 000 salariés qui ont disparu en l'espace de 5 ans, qui sont donc devenus quand même, j'imagine, des travailleurs indépendants, puisque de la pub en boîte aux lettres, on en reçoit toujours. Et c'est pour ça, donc voilà, cette remarque par rapport à la capacité qu'on pourrait avoir demain, dans un cadre de démocratie sociale, à réfléchir à des coopérations nouvelles pour éviter justement trop de compétition et les compétitions saines aux bons endroits. Merci. Et j'ai une question technique, s'il y a pas de... s'il y a pas d'autres questions. Si ça ne vous ennuie pas. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Juste pour laisser la parole un petit peu à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a eu... la main levée, il faut vous lever, comme ça on vous voit mieux. Ouais, merci. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup pour votre intervention. Je m'appelle Alexia Dufourburg, je suis étudiante à Sciences Po. Et ma question, c'est, vous avez parlé du fait qu'il faut s'inviter là où sont les gens, parler, se montrer en politique. Et pourtant, dans la conférence juste avant, on a entendu que la critique faite à la communication, c'est d'être un bruit finalement qui fragilise la qualité du débat démocratique. Et donc aujourd'hui, est-ce que demain, pour renouer cette confiance avec les citoyens, il ne s'agirait pas de jouer plutôt la rareté et faire primer la qualité plutôt que la quantité des interventions ? Je vais répondre. Alors, je ne prétends pas du tout avoir la vérité suprême sur ce sujet, parce que je pense qu'on cherche tous ensemble la bonne manière de faire. Mais ma conviction personnelle, à la fois en tant qu'acteur de la communication, observateur, et enseignant aussi à Sciences Po, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le silence vaut disparition. Si les gens ne vous connaissent pas, s'ils ne vous entendent pas, ils ne risquent pas de s'intéresser à vos idées, à votre contenu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut sursaturer tous les espaces médiatiques et numériques, c'est pas du tout ce que je dis, mais il faut quand même être présent dans la conversation. Mais je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être de manière différente. Parler pour ne rien dire, faire du bruit avec la bouche, ça ne sert absolument à rien. Oui, il faut s'inviter dans la conversation, être présent là où les gens écoutent, regardent, consultent, lisent, mais il faut le faire avec des choses à dire. Je pense qu'il n'y a que ça qu'on peut retenir, de la sincérité, dans l'expression et surtout du contenu. Ce qu'on peut reprocher aujourd'hui aux dirigeants politiques, soit de droite, de gauche, d'extrême droite, d'extrême gauche, c'est que parfois il manque d'idées nouvelles, parce que c'est aussi le cas parfois des dirigeants d'entreprises, et je pense qu'il suffit parfois d'une très bonne idée pour recréer de l'adhésion. Donc c'est les idées qui comptent, je pense. Par exemple, la taxe Zuckman. Oui, très bien, ouais, la taxe Zuckman, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est un sujet qui s'est inventé dans le débat. Il y a eu ce débat qui a repositionné les questions sur la question de l'égalité sociale. C'était une bonne chose. Autrement dit, en fait, on peut être sur les réseaux sociaux sans céder à la démagogie. C'est-à-dire que pour un dirigeant politique, il n'y a pas que la tribune dans le monde qui est le bon support. On peut être sur TikTok et dire la même chose, alors d'une façon différente, mais dire la même chose que dans une tribune dans le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé sur TikTok. J'ai vu une séance absolument hallucinante de Bardella face à Karine Le Marchand qui dit que lui, il faut absolument qu'après sa douche, il passe une raclette. Ouais. Parce que et donc là, on se dit, mais non, effectivement, il faut que les dirigeants politiques arrêtent ce type de communication. Ça dessert tout le monde, ça les dessert, ça dessert le journalisme. C'est quand même pathétique d'en arriver là. Mais c'est pas pour autant que moi je rejoins assez l'analyse de Gaspard. C'est pas pour autant qu'il faut forcément déserter là où sont les gens. C'est-à-dire si les jeunes, si un certain nombre de citoyens sont sur TikTok, il faut aller, pour un homme politique, il faut aller sur TikTok, mais pas raconter n'importe quoi parce qu'on est sur TikTok, c'est tout. Mercedes. Non, j'ai là plein de choses qui me viennent en tête parce que je trouve que c'est beaucoup plus grave que ça.
Je trouve qu'on nous force, nous, publicitaires, à l'intrusion. Et que c'est pas intéressant. C'est pas intéressant de vouloir à tout prix rentrer chez les gens, les emmerder, leur dire faire que du court terme. Je pense, l'exemple de Nike, je te remercie, c'est exceptionnel. Ça prouve que parfois on me dit, mais est-ce que tu travailles différemment de tes débuts? Bah non, tu sais quoi, je cherche toujours la même chose, à savoir qu'est-ce qui fait bouger les gens. Et du coup, je trouve qu'on a un peu perdu tout ça avec soi-disant des analyses data qui sont pas sûres, certaines, qui sont pas profondes. On croit qu'on connaît tout le monde, mais on n'a pas de sens. J'étais hyper sensible à tout ce que tu disais sur l'hypersegmentation qui Agathe fait que... Cagé. Bah, bien sûr, Agathe, parce que elle énonce cette hypersegmentation. Du coup, ça permet pas de parler à ce que les gens ont en commun. On est en train de séparer comme si on personnalisait nos yogourts. En gros, ils sont toujours les mêmes. Donc, on leur fout la paix. On arrête de dire qu'on va les personnaliser. C'est pas vrai. On est sur n'importe quoi. Et je voudrais finir quand même sur le monde politique parce que moi, je pense que la force de notre métier, c'est qu'on apprend plein de choses. En fait, soyez publicitaire, vous allez devenir bon politique. Parce que si on réfléchit à ce qu'ils font, normalement, il faut avoir des convictions d'abord. Et de temps en temps, je me dis que mes entreprises ont plus de convictions que les hommes politiques. Et quand on a ces convictions, qui sont pas liées simplement à une analyse marketing du monde, mais on a des convictions, ensuite, il faut les porter. Et pour les porter, nous, on fait un travail qui est un travail assez précis, qui est comprendre où sont les gens. Qu'est-ce qui les énerve? Quels sont les freins? Et donc, je pense qu'il y a cet enjeu qui n'est pas du tout pris en compte, c'est-à-dire comment on leur parle. C'est pas parler partout, c'est comment on leur parle pour pas les agacer tout de suite. Et je pense qu'on a réussi quand même dans ce monde aujourd'hui à les agacer très fort. Du coup, ils sont contre tout, et on a un monde qui est clivé. Et là où je suis un peu inquiète, c'est que je pense qu'il y en a qui se passionnent pour le fait que Bardella, il nettoie sa douche. Il nettoie sa douche. On est dans des choses les plus basses aujourd'hui sur ces sujets-là. Et je pense qu'on a été un peu responsable politiquement parce qu'on leur a parlé d'une certaine façon, on les a clivés et on n'a pas porté. Et enfin, je voudrais juste finir sur l'enjeu de l'école. Parce que c'est très bien, moi je leur enlèverai tous les réseaux sociaux pour le moment, parce que je pense que quand on n'a pas... Comme en Australie. On n'a absolument pas de structure, on se fait bouffer. Quand on a une structure, c'est pas très grave. Quand on a une famille qui vous aide, c'est pas très grave. Mais quand on n'a pas ça, eh ben, j'aimerais bien savoir qui sont les gens qui regardent... Sylvie me disait, à mon fils, il a Madeleine. Ah bah oui, moi le mien aussi. Mais comment est-ce qu'on peut répandre ça? Comment l'école, elle est fondamentale. Et pas la famille, l'école. Et là, elle a un peu accepté de pas jouer complètement le jeu. Et je pense que tu as raison quand Gaspard, tu dis, en termes de culture, c'est pas tellement que la culture n'a pas évolué, c'est qu'il faut toujours que les gens apprennent à penser. Et je pense qu'on a désappris ça. Donc, je crois qu'on est sur ce sujet-là, on est sur des sujets fondamentaux. Et je résiste pas à raconter quelque chose à Agnès. Tu sais, Agnès, on a fait une campagne pour la haute égalité, on l'a fait gratuitement parce que c'était un enjeu important, où on a justement utilisé tes archives sur les années 70 et les crétins qui répondaient comme ça, tranquillement, est-ce que vous croyez qu'il faut de temps en temps donner une petite tape à votre femme? Et qui disait, oh bah oui, ça leur fait du bien et tout, ça les stimule. Ah bah oui, organique, l'orgasme est beaucoup plus important, quelle stimulation. Et ensuite, on a regardé ce qu'il y avait sur le net. Et on a trouvé des discours beaucoup plus puissants qui nous expliquaient qu'il fallait les taper et les taper violemment. Et ça explique pourquoi, dans la jeunesse d'aujourd'hui, on a plus de violence que dans notre jeunesse à nous. Il y a plus de violence aujourd'hui. Donc ces sujets-là, c'est juste des sujets tellement importants. Et c'est dommage que le monde politique n'insiste pas à notre semaine de la communication.
Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, au milieu, 3e rang. Oui, alors c'est pas une question, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, Mercedes, c'est qu'effectivement, je pense que les algorithmes, on en a déjà parlé, mais c'est vrai que moi j'ai mis du temps à comprendre comment ça fonctionnait. J'ai mieux compris lors d'un article du Guardian qui racontait que un algorithme, c'est ce qui va faire, par exemple, ils étaient mis dans la peau d'un journaliste a fait semblant d'être un garçon de 11 ans. Et voilà, il s'est mis dans les réseaux sociaux et en 10 minutes, il avait eu accès à une vidéo masculiniste super violente d'un type qui depuis a été interdit. Sauf que c'est très bien d'interdire les mecs comme ça, mais c'est encore mieux de dire au public c'est quoi un algorithme et de les rendre transparents. Parce que pour l'instant, ils sont absolument pas transparents et donc ils amènent justement en 10 minutes un adolescent à être exposé à des trucs qui disent que c'est qu'une femme, le consentement ne sert à rien, etc. et que c'est toutes des putes. Et ces algorithmes, ils pourraient tout à fait être régulés par les hommes politiques. C'est juste une volonté politique, c'est très très simple. Déjà, ça serait bien que ceux qui font les algorithmes soient aussi celles, parce qu'un autre article du Guardian expliquait que la technologie devient de moins en moins féminine, que ce soit la robotique, que ce soit les maths, que ce soit tout ça, on a reculé. Donc, c'est un vrai problème. Donc, je dis à toutes les filles qui sont là, je veux dire à leurs copines de faire des séances déjà, mais c'est vrai que ça, c'est fondamental et on en parle très rarement dans le débat public. Qui va enfin pouvoir rendre ces algorithmes transparents, qu'on sache pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça, parce que pour l'instant, personne ne le sait. C'était une réflexion aussi, effectivement, de Thibaut Brutin avec RSF sur la transparence des algorithmes. Est-ce que c'est le moment de... Allez, encore une question, allez-y, bien sûr, je vous en prie. Excusez-moi, Mathieu Delahousse, donc cofondateur de la société de consulting Flying Sequoia. Je rebondis sur les choses qui viennent d'être dites et cette table ronde. En effet, l'éducation des plus jeunes est essentielle, mais de fait, et moi je le vois avec des parents, je suis conseiller d'école, l'éducation des générations, c'est que le mot plus vieille est pas politiquement correct, mais des plus vieux est important. Ces jeunes qui sortent d'école, ils rentrent chez eux. Et ces parents qu'ils ont et qui justement maîtrisent beaucoup moins bien les réseaux sociaux et la réalité sont possiblement les parents qui vont transmettre des fausses informations, qui vont pas être à même d'expliquer à ces enfants. Et il y a un nouveau fossé et conflit des générations qui est en train de se mettre en place. C'est en effet ces jeunes qui ont peut-être cette vision, mais qui ont un manque de culture qui pourrait venir des parents. Et les parents qui, au contraire, n'ont pas cette lecture du risque et des dangers des réseaux sociaux et qui, eux, ont la connaissance historique, etc. Donc, à un moment, de permettre à chacun de transmettre à l'autre génération ce qu'elle sait et ce qu'elle maîtrise de façon à ce qu'on se retrouve liés. Les fossés des générations, ça a toujours existé, mais cet enjeu-là semble aujourd'hui extrêmement important parce que si on éduque une des générations sans éduquer l'autre, soit ça va prendre beaucoup de temps, soit ça va créer des choses extrêmement catastrophiques. David Leclabar. Ouais, vous avez raison, c'est-à-dire que la fracture digitale ne fait que de s'amplifier. On voit là avec les LLM les questions que ça pose, notamment sur les générations les plus âgées, ou les problèmes de l'algorithme elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est la surcouche au-dessus du LLM, à part celui de DeepSeek, où on sait que c'est le parti communiste chinois, donc au moins eux ils sont clairs. Mais il n'y a qu'eux qui sont clairs. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'en fait, on a fait un séminaire récemment sur les enjeux des écrans. Et il y avait un des professeurs de médecine de Sainte-Anne qui montrait qu'il avait une recrudescence de problèmes avec des enfants qui avaient des troubles de l'attention. Et la conclusion du service, c'est que c'est des troubles de l'attention des parents. C'est que les parents sont sur leur smartphone et donc ils ne prêtent pas attention aux enfants. C'est la conclusion de quelques années d'études sur ce trouble d'attention des enfants qu'on voit partout autour de nous, des enfants à trouble d'attention, enfin il y en a beaucoup. Et en fait, c'est d'abord l'attention des parents qui n'est pas portée parce qu'elle est ailleurs. Donc vous avez raison, c'est transgénérationnel. Moi, je suis pas particulièrement inquiet pour les plus jeunes parce que, comme je l'ai dit, je crois qu'ils vivent dans un milieu qu'ils appréhendent mieux que d'autres. Mais pour autant, je pense que le débat public est important sur les enjeux d'algo, sur les enjeux de santé publique et la myopie qui se développe parce que dès qu'ils sont tout petits, on met des écrans là. Or, l'œil, pour se développer, a besoin de voir loin. En Chine, ils ont régulé les smartphones et en Asie, en Corée du Sud aussi, parce qu'il y a trop de problèmes de myopie. Et puis il y a d'autres choses qu'on est en train de découvrir. Donc je crois que c'est un débat public qu'on doit pouvoir affronter. On est un pays pas mauvais dans le débat généralement. En tout cas, moi en tant que citoyen, et là j'enlève ma casquette professionnelle, je crois que c'est très important qu'on l'aborde et qu'on n'hésite pas à le faire. Et on reproche à l'Europe de réguler, mais je crois que là-dessus, enfin quand on touche à la santé publique, il est nécessaire de réguler. Merci.
Ah non, encore une question. Bon, alors une dernière, il est quelle heure? Je regarde, on a encore 2 minutes pour tenir le timing. Donc, oui, ça va être assez rapide. Je vous en prie. En fait, moi, je suis vice-présidente de l'UCC Grand Est. Donc, voilà, je représente 60 agences en région. Et comment on fait pour donner de la valeur à la communication quand justement nos annonceurs, en fait, nous donnent de moins en moins de temps pour répondre aux consultations, quand nos interlocuteurs sont de plus en plus jeunes et de moins en moins qualifiés, et quand les budgets, en fait, sont de plus en plus restreints. C'est une très bonne question. Nous sommes en ce moment même en train de travailler avec le médiateur des entreprises et avec les annonceurs et les acheteurs pour trouver des solutions et faire en sorte que nos consultations soient régulées. Voilà. Donc c'est en cours. On peut pas en parler parce que dès qu'une médiation commence, on est sous le sceau du secret. C'est le principe de la médiation. On l'avait déjà fait il y a 2 ou 3 ans avec les achats publics. Et ça avait permis de mettre en place les guides de bonne pratique, qui ont même beaucoup amélioré la manière dont les achats publics se passent aujourd'hui dans nos métiers. Et là, on a plutôt bon espoir. On a fait une première réunion avec Mercedes et Catherine qui étaient là, où l'écoute était bonne. Donc on a plutôt... voilà. Je suis positif. Work in progress. Work in progress. Mais vous avez raison, c'est un problème qu'on connaît et on va essayer de le résoudre assez vite. Bien sûr. Progressons ensemble. Merci beaucoup. Merci encore à tous. Et on se retrouve à 14h pour la suite de cette belle journée pour les 2 prochaines tables rondes. Bon appétit à vous.